Donc là, nous sommes réunis par rapport au référentiel national de la qualité d'accueil du jeune enfant et en pratique, qu'est-ce que ça va donner dans nos établissements d'accueil. Donc bonjour à tous, moi je vais commencer par me présenter. Donc je suis Émilie, je suis cadre de santé issue de la filière infirmière. Donc moi j'ai un gros parcours hospitalier. Depuis un peu plus de 2 ans, je suis coordinatrice région dans un groupe privé de crèches où j'ai des missions de RSAI, référent de santé accueil inclusif. Donc je fais de l'accompagnement et appui technique au niveau des référentes techniques et je fais de l'accompagnement à la VAE depuis le mois de novembre 2024. Voilà. Et donc, j'ai rejoint l'équipe Bleu Éducation depuis fin mars 2025. Tout d'abord, au niveau de ce référentiel national de la qualité de l'accueil du jeune enfant, ce qu'on peut dire, ce n'est pas du tout un texte, une loi ou quoi que ce soit. C'est un outil qui est attendu de la part des gestionnaires, de la part des PMI, de la CAF, en fait un peu de tout le monde, afin d'harmoniser nos pratiques. Quand je parle de nos pratiques, c'est les pratiques quand on est assistante maternelle, quand on travaille en micro-crèche ou quand on travaille en crèche. C'est vraiment pour qu'on puisse tous travailler dans la même ligne droite pour renforcer la qualité d'accueil. Donc, il est sorti au mois de juillet 2025. Donc, j'avoue que nous, on n'avait pas trop travaillé dessus. Et c'est à partir de fin août où dans les groupes privés, que ce soit au niveau des municipalités, on est en train de travailler dessus parce que tout ce qui va être en lien avec le référentiel national de la qualité d'accueil va être un item en fait au niveau du projet d'établissement. Ça va être le 4e volet du projet d'établissement. Donc, vous savez, projet d'établissement, vous avez quoi? Le projet éducatif, le projet pédagogique et le projet social. Et après, nous aurons un 4e volet sur la qualité d'accueil. Donc, ce nouveau référentiel, vous savez, il fait écho au site Les 1000 premiers jours. Les 1000 premiers jours, c'est vraiment quelque chose sur lequel on est tous en lien. Ça va être pour l'importance d'un environnement qui doit être sécurisant. Vous savez, on parle beaucoup de sécurité affective. Donc là, vous allez voir au niveau du référentiel, on est vraiment dedans. Pour information, ce référentiel, il va être structuré en 3 grosses parties. Donc, vous allez avoir la première partie, la plus importante, la relation au jeune enfant. Ensuite, on va avoir la deuxième partie qui est sur la relation aux parents, parce que on est obligé de prendre en compte les parents. On est vraiment la micro-crèche ou la crèche où l'assistante maternelle doit vraiment faire une place importante aux parents. Et enfin, la dernière partie qui va être en lien avec la qualité organisationnelle. Donc là, on va faire un focus sur la relation du jeune enfant. Donc là, je vous ai fait une petite synthèse au niveau de cette relation du jeune enfant. Donc en fait, cette première partie, elle s'attache à ce qui fait le cœur du métier, c'est-à-dire la qualité de la relation entre le professionnel et l'enfant accueilli. Elle va vraiment mettre en lumière tous les leviers pour offrir un accueil qui va être en lien avec tout ce qui est le respect du développement de l'enfant. Donc, vous savez, c'est toujours quelque chose qu'on va vous poser lors des questions, c'est vraiment faire du lien avec le développement de l'enfant. Bien sûr, ce développement de l'enfant, il va être fondé sur tous les apports récents, notamment au niveau des neurosciences, de la psychologie du développement et de l'observation fine du terrain. Anne-Marie Fontaine, c'est une personne qui a fait tout ce qui est des grilles de repérage. Bien souvent, on va vous demander d'avoir une position phare au niveau de l'observation. Et pour avoir cette position phare, il faut se reposer sur des grilles. On ne peut pas faire de l'observation sans avoir de grille. Et c'est pour ça qu'on va plus vous orienter vers Anne-Marie Fontaine. Ce qui va permettre, en fait, tout ça, la qualité et la présence humaine qui doit être fine et ajustée et qui font d'un accueil réellement respectueux du jeune enfant. Dans cette partie, au niveau de la relation du jeune enfant, elle va être vraiment constituée avec différents items. Au niveau de ces différents items, il y en a vraiment beaucoup. On va avoir les besoins fondamentaux de l'enfant. Donc ça, c'est un premier item. Pour information, il y en a plus d'une dizaine. Moi, ce que j'aimerais vous mettre en faire un lien aujourd'hui, ça va être de pouvoir faire des liens, vous savez, avec votre livret 2. Vous savez, avec les activités. Moi, je trouve que c'est important et c'est ce qu'on va vous demander lorsque vous allez passer au niveau des oraux, au niveau des membres de jury. On est avec ce référentiel-là.
C'est-à-dire que les besoins fondamentaux de l'enfant, on va pouvoir les retrouver dans les différentes activités de votre livret 2. Par exemple, si on prend l'activité 1, est-ce que, vous savez, on va parler des besoins de Virginia Anderson. Là, je pense qu'il sera intéressant de faire du lien avec ce référentiel. C'est-à-dire que quand vous allez faire un change au niveau d'un enfant, est-ce que vous allez vous référer à ce référentiel? C'est là où il va falloir le notifier. Il va falloir dire, écoutez, par exemple, pour faire un change, je vais mettre à disposition à l'enfant son doudou, je vais l'appeler par son prénom, je vais entrer en interaction individuelle avec l'enfant, avec le regard, avec la parole, le temps passé. En fait, ce référentiel national, il a des critères, c'est des critères d'évaluation qui vont nous permettre, alors pas spécialement à moi, mais au PMI, vous savez, quand elles vont venir pour faire d'observation ou faire des contrôles aussi, parce qu'elles ont aussi un regard de contrôle, en fait, c'est pour elles sont en train de travailler en ce moment sur des grilles de critères qui vont mettre en évidence cette qualité d'accueil. En fait, cette qualité d'accueil, on ne peut pas dire si elle est bonne ou pas bonne, sans critères. Et c'est pour ça qu'en fait, ils ont mis en place ce référentiel. Donc ensuite, au niveau des besoins fondamentaux, on va être aussi au niveau du regard. C'est-à-dire qu'on va être dans, comme on parlait tout à l'heure, vous savez, de la position phare. C'est-à-dire d'être dans l'observation, dans le contact visuel avec l'enfant. Il faut le regarder, il faut lui parler, il faut lui sourire. En fait, c'est tout ce qu'on fait tous les jours. C'est juste pour mettre en évidence et le travail au quotidien. Ensuite, ça va être en lien, vous savez, au niveau des locaux. Alors, suivant si vous avez de la chance ou pas d'avoir un établissement récent, vous savez qu'au niveau des portes, qu'est-ce qu'il faut au niveau des portes? Les Oculus. Très bien. Donc, voilà, mais certains établissements n'en ont pas encore, parce que c'est des anciens et vous savez qu'il y a eu Norma avec l'audit bâtimentaire, etc. Donc, là aussi, ça va, ce référentiel, tendre vers que tout le monde ait des Oculus. Ensuite, au niveau de la voix, on va demander à ce que les professionnels parlent d'une voix calme. Parce que vous savez, des fois, avec le bruit, en fait, plus il y a du bruit dans la pièce, plus des fois les professionnels vont augmenter le volume et ça va encore augmenter le volume des enfants. Et là, c'est aussi de faire prendre conscience aux professionnels que des fois, en abaissant le volume, ça peut aussi abaisser le volume des enfants. Ensuite, ça va être aussi avec le matériel qu'on va avoir pour aussi avoir moins de bruit et que ce soit un peu plus calme. Au niveau du portage, grâce au portage, vous allez pouvoir établir un contact physique au niveau des enfants et aussi, vous savez, l'utilisation du porte-bébé. Ensuite, on va aller sur l'item de la familiarisation. Alors, on ne parle plus d'adaptation. Moi, ce que je dis aux candidats que je rencontre lors des oraux blancs, vous avez le site des pros de la petite enfance et il y a des articles qui sont top et qui expliquent bien la différence entre adaptation, familiarisation. Là, c'est pas, là, je ne vais pas vous en parler, mais c'est vraiment, faites attention à cette thématique-là. Si à l'heure de l'oral, vous parlez d'adaptation, vous êtes sûr qu'on va aller vous bloquer dessus et on va vous dire, mais pourquoi vous ne parlez pas de familiarisation? Pourquoi vous ne faites pas attention aux neurosciences, etc. D'accord? Donc là, moi, je vous invite vraiment à aller dans la phase de familiarisation, comment on doit le faire, au niveau de la répétition, au niveau de la place du parent aussi. Là, le parent, il a vraiment une place primordiale. Ensuite, au niveau de la relation du jeune enfant, donc nous allons avoir les doudous et les tétines. Donc là aussi, c'est une thématique qu'on va retrouver au niveau de votre livret 2. Par exemple, quand vous allez faire, moi je sais pas, un change, quand vous allez faire un soin style une DRP, une administration d'un médicament, bien souvent, vous savez, pour éviter que l'enfant pleure, pour éviter qu'il pleure trop, etc., on va emmener un jeu, on va emmener son doudou, sa tétine, des choses comme ça. Donc là aussi, vous êtes tout à fait dans le référentiel national de la qualité de l'accueil du jeune enfant. Et donc, vous allez pouvoir notifier cet item, les doudous et les tétines. Alors, ils doivent être en libre, les enfants doivent pouvoir les prendre et les remettre à leur place. Alors moi, ce que je dis par rapport au doudou, je suis OK. Mais par rapport aux tétines, vous savez, au niveau de l'hygiène, etc., bien souvent, ce qu'on fait, c'est on a des boîtes à sucettes
à tétine. Mais par contre, il faut que ces boîtes-là soient vraiment en visu de l'enfant et qu'il puisse, vous savez, tendre le doigt et vous demander quand il n'est pas encore au niveau de la verbalisation pour qu'il soit, quand il en a besoin, il puisse y avoir accès. Ensuite, on va aller au niveau de la référence. Alors ça fait polémique parce que la référence, est-ce qu'on est pour, on n'est pas pour, etc. Donc là, on est vraiment au niveau de la référence au tout début, vous savez, de la familiarisation, qui va permettre une facilitation au niveau de l'accompagnement et au niveau de l'observation. Là aussi, ça va permettre de créer du lien, vous savez, par rapport aux parents qui vont laisser leur enfant et qui vont être stressés, parce que plus les parents vont être stressés, plus l'enfant va être stressé. Et en fait, c'est un cercle vicieux qui va se détailler. Donc là, c'est vraiment par rapport au niveau du renforcement de la sécurité d'attachement. On va reparler de l'observation professionnelle des enfants. Donc là, ça va être, comme je vous disais tout à l'heure, au niveau de la position phare, au niveau des grilles de repérage. Donc là, vous avez Anne-Marie Fontaine. Ensuite, vous allez avoir, est-ce que les groupes d'analyse de pratiques professionnelles, ça vous parle? Oui. Oui. Ouais, super. Oui. Donc, durant ces temps-là, ça va vous permettre, vous savez, d'échanger sur nos pratiques professionnelles, sur notre observation. Donc, bien souvent, elles sont animées par des psychologues, par des éducatrices de jeunes enfants qui ont une expérience par rapport à ça. Et tout ça, ça va vous permettre de prendre de la distance, en fait, par rapport à vos pratiques professionnelles. D'accord ? Et ça permet aussi d'enrichir les échanges quotidiens avec les parents. C'est-à-dire qu'on ne va pas rester sur, alors je suis désolée de dire ça, le pipi caca, mais vraiment sur votre observation qui doit être fine, qui va partir d'anecdotes sur la relation, les liens sociaux avec les autres enfants, etc. Et ça, c'est primordial. Dans cette première partie, vous allez avoir le repérage des situations de handicap et des troubles du neurodéveloppement. Donc là, vous savez, vous avez logiquement un RSAI, référent santé accueil inclusif, qui peut être contacté quand vous, au niveau de votre observation, vous avez pu déceler quelque chose. Vous allez avoir la direction, le psychologue, si vous avez des psychologues qui vont sur le terrain, un psychomotricien. Donc ça, c'est vraiment au cas par cas suivant votre organisation. D'accord ? Et donc là, ça part souvent donc de l'observation professionnelle, d'une grille d'observation. Donc, je suis vraiment tout le temps, vous avez vu, observation professionnelle, grille d'observation. Et aussi, vous pouvez les orienter vers la PMI, d'accord, qui va être quand même quelque chose de support. Et vous avez aussi le CAMS. Donc, ça, c'est tout ce qui est centre d'action médico-sociale pour tout ce qui est précocité. Ensuite, les émotions de l'enfant. Donc là aussi, un enfant qui crie, un enfant qui pleure, etc. On va être dans l'accompagnement. On va être là pour l'apaiser au niveau du regard, au niveau des interactions, au niveau du contact physique, du portage, de la verbalisation de ses émotions. Donc, vous voyez, toutes ces thématiques-là, c'est des thématiques qu'on retrouve dans votre livret 2 que vous allez pouvoir nous décrire dans les différentes activités. Les pleurs de l'enfant. Donc là aussi, les pleurs de l'enfant, donc là, on va se poser des questions. Ces pleurs, quelles sont les raisons en fait? On va s'interroger sur ça. Est-ce qu'il y a au niveau de la famille un changement, je ne sais pas moi, des parents qui vont partir plus en déplacement? Ça peut être aussi la future arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur. Ça peut être, je ne sais pas moi, ça peut être des disputes au sein de la famille, enfin plein de petites choses qui peuvent être là et qui peuvent perturber l'enfant. Donc là, votre travail en tant que professionnel, ça va être de connaître les ressentis de l'enfant. Donc, en lui posant des questions. Es-tu triste, en colère, inquiet? Bien sûr, on ne va pas être là pour les faire cesser, mais on va être là pour l'accompagner, pour qu'il puisse s'exprimer par rapport à ça. Les émotions des adultes. Alors ça, les émotions des adultes, donc ça, c'est au niveau des professionnels. Vous savez, moi, souvent, quand je vais dans les établissements que j'accompagne, j'ai des pros qui me disent « Oui, là, Émilie, cet enfant, il me renvoie trop de choses, etc. » Et bien là, ça va être dans la capacité de dire à un moment donné « Stop, je ne peux plus accompagner cet enfant, il faut que je passe la main à une collègue. » Donc ça, c'est hyper important. Et ça va être aussi dans votre analyse de votre pratique. Et lorsque vous avez des gaps, donc des groupes d'analyse de pratique professionnelle, il va falloir absolument le mettre en évidence et ne pas avoir honte. Ça peut arriver à tout le monde à un moment donné d'être en difficulté par rapport à l'accompagnement d'un enfant. Mais la plus grande qualité, moi, de mes professionnels qui me le disent, ça va être de le dire et qu'on va pouvoir trouver une solution. Ensuite, les interactions entre enfants. Alors, les interactions. Alors, il y a des interactions qui sont positives et des interactions qui sont négatives.
Donc, on va avoir la gestion de conflits, on va avoir les morsures, les choses comme ça. Donc là aussi, le professionnel, il a une posture importante. Donc, il va être là pour rappeler les règles. Il va être là pour réagir avec calme. Il va être là pour dire ce qui est possible, impossible. Et aussi de pouvoir nommer l'émotion des enfants. C'est vraiment hyper important. Il doit vraiment relever et encourager le comportement de tous les enfants, qu'ils soient adaptés ou pas adaptés. Ensuite, on va avoir des comportements préoccupants. Donc là, ça va être tout ce qui, être en lien avec les manifestations d'agressivité, qu'elles soient intentionnelles ou pas. Alors là, je le dis bien intentionnelles ou pas, parce que vous savez, des fois, les enfants, ils aimeraient parler, mais ils n'arrivent pas à parler. Et vu qu'ils n'arrivent pas à parler, ils vont avoir des gestes, des coups, des morsures. Et c'est pas fait exprès, en fait. C'est juste qu'ils ont plein de choses à l'intérieur qu'ils n'arrivent pas à extérioriser. D'accord? Donc là aussi, on doit, nous, avoir une observation très fine et avoir un support pour notifier et comprendre en fait les causes du comportement de l'enfant qui a des comportements préoccupants. Au niveau du langage, donc là aussi, on va avoir au niveau de la relation avec le jeune enfant une posture particulière. Donc au niveau des intentions verbales et non verbales, au niveau de la communication avec l'enfant. Donc c'est là où aussi, vous savez, on va avoir des ateliers au niveau la place importante du livre, où on va partager avec l'enfant, on va lui faire voir, vous savez, quand on est au niveau du repas, par exemple les aliments, les différents aliments, pour faire développer en fait ce langage-là. Le cadre, les repères et les interdits. Donc ça va être tout ce qui est la place du cadre éducatif qui est composé de règles et de repères et d'interdits. Donc c'est vraiment pour être dans un milieu sécurisant et que l'enfant se sente en sécurité. Et plus il va être en sécurité, et moins on aura tout ce qui est gestion des émotions et tout ce qui va être pleurs de l'enfant et les émotions. Donc là, ça va vraiment être que le professionnel soit en capacité de formuler tout ce qui est interdit. Vous savez, il y a des fois aussi le signe. Est-ce que vous signez ou pas? Oui. Ok, super. Donc là aussi, c'est hyper important. Et ça va être en lien avec tous les besoins de l'enfant et vraiment pour répondre à tous ces besoins-là. Ensuite, on va être au niveau du jeu. Donc là, le jeu, ça va être, alors suivant la pédagogie que vous avez prise, ça va être sur la libre circulation, ça va être sur la planification d'activités avec des univers que vous allez ouvrir, fermer, que vous allez enrichir. Bien sûr, il va falloir aussi notifier les interdits que vous allez devoir mettre en place pour éviter tout ce qui est chute, tout ce qui va être gestion du conflit, etc. Au niveau du sommeil, donc là aussi, vous savez, on va être au niveau du respect du rythme des besoins de l'enfant, c'est-à-dire que la sieste, elle va être proposée aux enfants, alors suivant l'âge. Par exemple, les tout petits, on va avoir certains signes, on va leur proposer, on va les accompagner au niveau de leur lit. Ensuite, les plus grands, on va être dans l'accompagnement à la sieste après le repas du midi. Et aussi avec, bien sûr, la présence des adultes, et la pratique du maternage si besoin avec l'endormissement dans les bras pour les plus petits. Au niveau de l'alimentation, donc l'alimentation, donc là vous savez maintenant bien souvent on a le self avec les assiettes avec des compartiments permettant en fait aux enfants d'expérimenter, donc de coucher, de goûter, de mélanger les différents aliments. Donc là, avec la possibilité de manger tout au long du repas, soit commencer par le dessert ou par l'entrée sans aucun souci. Ensuite, vous avez le change et la continence. Donc là aussi, le change qui est donc vous savez, c'est souvent l'activité 1, c'est un soin que vous détaillez. Donc là aussi, vous pouvez faire référence au référentiel national de la qualité de l'accueil du jeune enfant, qui est un moment de soins intime. Le change, il va être fait, vous savez, suivant le développement de l'enfant, donc il peut être soit allongé ou soit debout. Et ensuite, on va aller au niveau de la continence, c'est-à-dire qu'on va aller au niveau du pot ou des toilettes, suivant si ça a été débuté ou pas au niveau de la maison. Donc nous, on va respecter le rythme, d'accord ?
Au niveau de la pudeur, donc là aussi, on va être sensibilisé et on va faire attention à tout ce qui est, vous savez, au niveau des toilettes, on met des petites départs intimité. On va être aussi, quand on fait un change de couche, que ce soit qu'un seul enfant dans la salle de bain, etc. Les sorties quotidiennes en extérieur. Donc ça, c'est quelque chose de très, très important. Donc que ce soit qu'il pleuve ou quoi que ce soit, on essaie d'aller le plus possible de façon quotidienne sur l'extérieur. Donc là, on peut demander par exemple aux parents d'apporter des bottes, des petites combinaisons, etc. Et ensuite, donc ça, si vous avez un jardin. Et après, si vous allez sur l'extérieur, il y a l'utilisation des poussettes et avoir un taux d'encadrement adapté vis-à-vis des sorties quotidiennes en extérieur. C'est-à-dire que les sorties quotidiennes en extérieur, ça peut être dans le jardin, ou sinon, ça peut être vraiment dans l'extérieur. Et quand je dis extérieur, ça va être aller au parc ou quoi que ce soit. C'est pas tout à fait pareil. D'accord? Et si vous allez dans un parc, il faut savoir qu'il y a un protocole de sortie qu'il faut respecter avec le taux d'encadrement, etc. Alors, les expositions aux écrans. Donc là, bien sûr, que ce soit quand on est assistante maternelle ou à la crèche ou quoi que ce soit, il n'y a pas d'écran. Donc là, vous allez me dire, ah, mais oui, mais nous, on fonctionne avec tablette, on fait des photos, etc. Alors, même si vous utilisez les tablettes, donc ça, c'est avec des applications, etc., on demande à se faire quand même attention par rapport à ça. Et ensuite, de faire un travail de sensibilisation auprès des parents, parce que bien souvent, il y a certains parents qui donnent leur téléphone portable au niveau des enfants. Donc, c'est plus par rapport à ça, en fait, l'exposition aux écrans, d'accord? Et puis, donc, des fois, on peut orienter vers des orthophonistes. Il y a des orthos qui font des sensibilisations auprès des parents qui sont super intéressantes. La variété environnementale, donc là, ça va être tout ce qui est au niveau de la variété d'environnement, au niveau des naturels, urbains, sociaux. Ça va être tout ce qui va être au niveau des matières et des textures. Et donc, essayer de favoriser les sorties quotidiennes. Ça va être, par exemple, je sais pas moi, on peut aller, ce que je disais tout à l'heure, au parc, on peut aller aussi au musée, etc. Il y a des choses qui peuvent être intéressantes pour les enfants. Et si vous avez la possibilité d'aller sur l'extérieur, moi, je le dis à 100%. Les arts et les cultures, donc c'est en lien aussi. Donc là, on peut demander, vous savez, les médiathèques. Les médiathèques peuvent réserver des créneaux pour les crèches, les micro-crèches. Donc soit vous pouvez y aller, et des fois, il y a les médiathèques aussi qui peuvent venir au sein de l'établissement d'accueil du jeune enfant pour partager des moments et des expos. Donc là, on a vu la première partie. Donc, vous avez vu que c'était dense, hein, il y a beaucoup d'items, mais sincèrement, je trouve que c'est intéressant de faire… alors, si vous avez déjà déposé votre livret 2, pas de souci. Vous savez que lors de l'oral, c'est aussi montrer au jury que vous avez pris de la distance par rapport à votre écrit et de mettre en évidence et en lien certains items avec le référentiel national de la qualité de l'accueil du jeune enfant. OK? Donc, ensuite, on va passer à la relation aux parents. Donc là, je vous ai fait un petit résumé. L'accueil d'un enfant ne se pense jamais sans sa famille. Donc cette partie du référentiel rappelle que les parents ne sont ni de simples accompagnateurs, ni des spectateurs du quotidien de leur enfant. Ils sont des partenaires à part entière, qui sont porteurs d'une histoire, de pratiques, d'attentes et d'émotions. Ils ont une vraie place qu'il faut reconnaître et respecter. Leur rôle de parent est important, leur connaissance de leur propre enfant. Les professionnels sont invités à créer des liens avec eux, à leur parler avec respect, à chercher des échanges constructifs, sans les mettre de côté, ni les considérer comme des personnes extérieures à l'accueil de leur enfant. Ce volet, il met l'accent sur une posture professionnelle qui est fondée sur le respect mutuel, la confiance et la coopération. C'est construire une relation adulte-adulte au service de l'enfant. Et ce référentiel invite à créer un véritable triangle éducatif et stable. D'accord? Donc là, on est vraiment, vous savez, au niveau du triangle, au niveau de la professionnelle, du parent et de l'enfant. OK? Donc, les principes généraux qui sont liés au rôle et à la place des parents, ça va être comment on accueille un enfant. Et ça veut dire que quand on se pose des questions sur ça, c'est qu'on va aussi penser sur l'accueil de la famille. Comment on va impliquer les parents dans le lieu d'accueil. Ça va être aussi, vous savez, au niveau de permettre de contribuer au bien-être et à la sécurité affective de l'enfant. Ensuite, on va être à l'accès au lieu d'accueil et la participation des parents. Donc, ça va être le temps des moments de transmission. Donc, l'allaitement, là aussi, au niveau de l'allaitement, lorsqu'on fait la première rencontre avec la famille,
on va dire aussi aux parents qu'il y a la possibilité d'allaiter et aussi on peut leur donner la possibilité d'avoir des espaces adaptés pour leur permettre de continuer à allaiter. Donc la communication avec les parents, donc c'est tout ce qui est transmission, donc les transmissions, tout ce qui va être aussi des temps de discussion individuelle, pour faire un point sur l'évolution de l'enfant, le développement, et tout ça en fait c'est pour permettre d'échanger sur les besoins de l'enfant et sur son développement. Et donc là, ça découle au prochain point sur les demandes et les pratiques parentales. Donc là aussi, on va être dans l'accueil des pratiques des parents pour voir quelles sont les pratiques qui sont favorables à leur enfant en lien avec le lieu d'accueil. D'accord ? Ensuite, on va être sur le jugement et le non-jugement. Donc là, moi, je vous dis, faites très, très attention parce que c'est vrai que sans faire exprès, des fois, il faut absolument sensibiliser les professionnels par rapport à ça, par rapport à sa posture professionnelle pour éviter des jugements spontanés. Donc là, on va être vraiment dans des temps et des espaces de réflexivité où on va permettre de verbaliser les jugements et les préjugés sur les familles, parce que des fois, sans faire exprès, on peut dire des choses. Et là, on va essayer de mettre au travail et de s'interroger par rapport à ça. Donc là, l'accompagnement à la parentalité, donc ça, c'est un point que vous, en tant que professionnel de la petite enfance, vous pouvez accompagner les parents. Vous pouvez aussi les orienter, parce que des fois, on ne peut pas toujours être à l'aise avec tous les points de la parentalité. Ensuite, vous allez avoir tout ce qui est inclusion de tous les enfants et de leur famille. Donc là, tout à l'heure, on m'a parlé du RSAI. Donc là, tout à fait, on va être dedans. On va être aussi sur des familles qui vont avoir des soucis au niveau pour pouvoir les accompagner, les renforcer, les soutenir. Et après, tout ce qui va être en lien avec les enfants qui peuvent être en situation de handicap. Là, par exemple, nous, on va faire l'accueil bientôt d'un enfant où son papa est en fauteuil roulant. Donc, on a fait faire des travaux pour pouvoir accueillir cette famille au sein d'une de nos micro-crèches. Donc, vraiment, on est vraiment dans l'inclusion vraiment de tous les enfants et de toutes les familles. Ensuite, on va passer à la dernière partie qui s'appelle la qualité organisationnelle. Donc là, ça va être, tout à l'heure, on a parlé donc de l'enfant, des parents, et là, la qualité organisationnelle, c'est nous, en fait, en tant que professionnels. Donc là, c'est pour comment cette dernière partie du référentiel rappelle que pour offrir un accueil de qualité aux enfants, il faut commencer par prendre soin des adultes qui les entourent. Pour bien accueillir les enfants, il ne suffit pas d'avoir de la bonne volonté. Il faut aussi des conditions concrètes, un cadre clair, du matériel adapté, du temps, du soutien. La qualité de l'accueil dépend aussi de la façon dont les professionnels sont accompagnés et respectés dans leur travail au quotidien. Donc là, il y a une partie qui va être sur la prévention de la maltraitance intrafamiliale et institutionnelle. Donc là, on va être sur l'accueil collectif. Donc il y a des protocoles qui sont dédiés et qui couvrent certaines situations de maltraitance intrafamiliale, comme la maltraitance institutionnelle. Les professionnels doivent connaître des circuits en cas de suspicion de maltraitance. Donc il y a tout ce qui est information préoccupante, signalement. Ils ont recours lorsque les situations se présentent. Donc ça, c'est quand ça arrive au niveau des enfants dans leur famille. On a des suspicions. Et ensuite, vous avez tout ce qui est maltraitance institutionnelle. Donc là, vous pouvez en parler lors de réunions d'équipe, d'information, d'analyse de la pratique professionnelle. Les pratiques organisationnelles. Donc là, on va être sur tout ce qui est planification des journées. Donc ça va être sur le qui fait quoi, le planning d'activité. Alors moi, je suis à fond là-dedans parce que, en fait, plus vous allez être organisé, moins vous allez être fatigué et plus ça va être calme au sein de la salle de vie ou de la section, suivant si on est en micro-crèche ou en crèche. Et la direction doit vous apporter une visibilité sur les plannings. Alors bien sûr, il y a des fois l'absentéisme. Voilà, par exemple, hier soir, on a su à 22h30 qu'on avait une pro qui était absente. Donc là, on a dû réajuster le planning. Ça peut arriver à tout le monde d'être absent. Ça va être une cohésion d'équipe, c'est-à-dire que quand il y a de l'absentéisme, comment on fait? Si c'est sur une journée, on ne peut pas avoir de remplaçante. Enfin, moi, je n'y arrive pas. Après, si c'est un remplacement qui est plus long, on met des offres d'annonce et puis on remplace. Il n'y a aucun souci. Et ça va être aussi sur la pluridisciplinarité. Donc là, c'est ça qui est chouette, c'est au sein de l'équipe, quand il y a des collègues qui ont un CAP, AEPE, celles qui ont le diplôme d'AP, les infirmiers, les EJE, enfin tout ça, c'est hyper important. Ça permet de travailler ensemble et d'avoir un regard différent.
Ensuite, tout ce qui va être qualité des emplois et conditions de travail. Donc là, on est toujours dans la démarche d'amélioration de la qualité de vie et des conditions de travail. Est-ce que le DURP, DUERP, ça vous parle ou pas? Donc ça, c'est un document que nous, là, en ce moment, je suis en train de les refaire pour mes établissements. On retravaille sur tout ce qu'on vous met à disposition au niveau du matériel, etc., pour permettre d'éviter les risques psychosociaux. Et on a des plans d'action par rapport à ça. D'accord? Donc, c'est vraiment sur les conditions de travail pour les améliorer. Et c'est ce qu'on fait. Ça va être, par exemple, sur les conditions matérielles. Ça va être sur, par rapport à des canapés, des fauteuils. Enfin, vraiment avoir du matériel vraiment adapté, et pour éviter tout ce qui est prévention des troubles musculo-squelettiques. Vous savez, vous avez une activité, ce qui va être sur l'ergonomie. Donc là, vous êtes tout à fait dedans avec ce référentiel-là. Sur les pratiques managériales en accueil collectif. Donc, il y a des personnes qui exercent des fonctions de direction. Donc, ça va être soit les directrices, référentes techniques qui s'appellent maintenant directrices. Elles sont formées au management et aux connaissances métiers sur le développement de l'enfant, tant la première prise de poste qu'en formation continue. Ça veut dire que, par exemple, moi, alors moi, je suis coordinatrice, c'est pas tout à fait pareil, mais quand je coordonne mes référents techniques ou mes directrices, je sais que leur cœur de métier, ça va être, par exemple, éducatrice de jeunes enfants, infirmière puère, infirmière, auxiliaire puère. Moi, je suis obligée de partir du cœur de métier des gens pour voir au niveau des compétences. Parce que moi, de base, je suis infirmière. Il y a des choses, tout ce qui est pédagogie, je n'étais pas très douée au début. Mais ça va être en travaillant ensemble, en ouvrant et en échangeant sur tout ça qu'on va pouvoir en fait s'améliorer et donc diversifier nos pratiques. Donc, on va être vraiment dans tout ce qui est échange de compétences et réflexivité et le travail tous ensemble. Donc ensuite, au niveau de la qualité environnementale. Donc là, on va être sur tout ce qui est recommandations des autorités nationales qui vont être relatives à la santé de l'enfant et à la qualité de l'environnement. Donc en fait, ce que je vous ai expliqué au tout début, ce référentiel, il est valable que ce soit pour l'assistante maternelle, les micro-crèches ou les crèches. Donc c'est vraiment pour permettre une harmonisation des pratiques dans toutes les structures. C'est un outil de réflexion, donc ça veut dire qu'en fait, on n'impose pas. Mais par contre, il va y avoir des critères au niveau de la qualité qui vont être mis dans les grilles d'évaluation au niveau des PMI. Donc c'est pour ça qu'on va l'introduire dans notre projet d'établissement. Ensuite, comme vous avez pu voir, c'est des choses qu'on fait tout au long de la journée. Tout ce que je vous ai expliqué, en fait, c'est tout ce que vous faites. Donc c'est vraiment une reconnaissance de votre travail que vous faites au quotidien avec l'enfant. Ensuite, ça va nous permettre d'enrichir et d'avoir une base plus solide. Tout ce qui va être au niveau du projet d'accueil, de construire ensemble des entretiens avec les parents, de préparer bien sûr les contrôles PMI, je suis désolée, parce que souvent on en est là, et aussi se former et former nos collègues et qu'on fasse vraiment équipe ensemble. C'est vraiment un outil qui va évoluer tout au long des mois et des années qui vont arriver et qui va surtout s'adapter aux réalités du terrain. Et tout le temps vraiment en étant dans une démarche exigeante, respectueuse et bienveillante. C'est vraiment là-dedans où j'espère que je vous ai fait passer ce discours-là. On est vraiment dans la bienveillance et l'accompagnement.